Alors bonjour à tous. Alors je vais vous présenter en fait la manière dont j'ai entamé une migration de composants Java en Kotlin à des sites Pôle emploi. Alors j'ai bien dit entamer car le but c'est pas de vous montrer comment j'ai essayé de révolutionner quelque chose et de migrer tout notre code Java en Kotlin, mais c'est simplement de montrer en fait l'approche que j'ai eue pour pouvoir montrer en interne qu'il était possible d'intégrer dans une stack orientée Java du Kotlin. Je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis tech lead à des sites Pôle emploi, donc d'une équipe qui était orientée uniquement back-end et qui depuis 2 ans en fait a vu pas mal de périmètres front arriver. À Pôle emploi, le contexte technique rapidement avant 2000 à peu près, c'était uniquement une DSI faite en COBOL, comme dans pas mal d'entreprises. À partir de 2000, Java est arrivé dans l'écosystème de Pôle emploi avec pas mal de briques framework qui permettaient d'encapsuler le développement, de modéliser, de générer. Et à partir de 2007 à peu près, il y a eu une grosse refonte pour permettre à la DSI en fait, d'avoir des API REST un peu plus modernes qui sont apparues, avec toutefois quelques briques framework qui sont fabriquées en interne. On en parlera rapidement tout à l'heure. Et à partir de l'année dernière, en fait, j'ai voulu intégrer du Kotlin dans notre DSI et j'ai pas pu le mettre en production. On reviendra tout à la fin pour dire pourquoi. Mais le but, voilà, c'était de mettre en production des composants avec du Kotlin. 2 petits mots sur notre framework interne. Alors, notre code fonctionnel, il est encapsulé et entouré en fait, de différentes briques techniques qui a pour but 2 intérêts. En fait. Le premier, c'est de faciliter la vie des développeurs, c'est-à-dire que quand les développeurs fabriquent des API REST, si on veut gérer la sécurité, on ne va pas refabriquer tout ça. Pareil pour les annuaires LDAP, on a des briques qui nous permettent de faciliter cet accès-là. Et le deuxième point, c'est côté technique. Par rapport aux Ops, eux, ils supervisent en production alors, une centaine d'API, voire même beaucoup plus, je pense, maintenant. Eux, s'ils veulent s'amuser à aller voir la métrologie ou le logging de nos API, il faut que toutes les applications respectent un peu la même structure. Donc c'est pour ça que le framework, il est présent. Et le Kotlin dans tout ça. Alors, Kotlin a quand même une grosse cote de popularité depuis un petit moment. Il y a le graphe qui est à l'écran. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui plaisent en fait, aux développeurs, que ce soit la fin des null pointers, ça fait quand même rêver tous ceux qui font du Java. Il y a aussi les coroutines, les extensions de méthodes. Enfin, il y a beaucoup de points de vue qui attirent les gens. Et ça se voit dans les différentes conférences. Il y a pas mal de meet-up qui s'occupent de Kotlin. Les conférences, il y a des workshops, etc. L'année dernière, j'étais justement à un workshop, une éclat chez Zenica, pour pouvoir tester ce langage. Et en sortant de là, je me suis dit, ça vaut quand même le coup de travailler dessus. Et je me suis mis à vouloir faire mon petit Hello World dans mon coin. Mais quand on apprend un nouveau langage ou quand on veut vraiment le fabriquer, le but c'est quand même de le mettre en place au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas ça en fait, à la DSI directement. Donc dès le lendemain, en fait, j'ai été voir les urbanistes et les architectes en leur disant, maintenant les développements que vous allez me demander ou qu'on va faire, on va les faire uniquement en Kotlin. Ouais, ils ont pas trop aimé en fait, c'est pas possible. Quand on voit tout le workshop qu'il y a autour de nous avec les différents composants framework, si on se base sur des API totalement en Kotlin, il faut aussi redévelopper toutes nos API, enfin toutes nos briques framework en Kotlin. Donc en fait, pour faire un simple test, ça devient vraiment une usine à gaz, donc c'est pas possible. Et logiquement, en fait, ce qui nous vient en tête, c'est de migrer progressivement. En fait, on sait très bien que Kotlin travaille avec la JVM et que faire des applications qui communiquent entre du Java et du Kotlin, c'est possible. Donc voilà, c'était l'option la plus logique. Je ne vous apprends rien, je pense, mais la façon de faire qui m'est venue en tête. Donc c'est parti, on est parti pour intégrer du Kotlin dans notre écosystème. Fonctionnellement, j'ai pris un truc de très simple. On va éviter tous les systèmes qui doivent de l'argent, demandeurs d'emploi, etc. Donc je suis parti sur des composants en fait, qu'on met en place pour les entreprises, c'est faire des sortes de sites internet pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas faire. Voilà, on peut permettre de mettre une description, des images, des vidéos, donc rien de critique. Donc entre guillemets, si je plante tout avec mon Kotlin, c'est pas très grave, on peut faire un retour rapidement. Notre code fonctionnel, comment il est architecturé, c'est à peu près tout le temps de la même façon. C'est-à-dire que notre composant qui est placé ici, on a des entrées sorties, donc c'est tous les bins en fait, de données qu'on envoie à notre composant ou qui sont restitués par notre composant. Et puis après, quand on veut communiquer avec d'autres composants, on passe par ici, ou alors quand on a une base de données, on passe par des managers d'accès à la base de données. Et forcément, le cœur du métier, c'est ce composant-là, qui contient vraiment le dur du code.
Dans le choix de la migration, en fait, pour éviter la casse, j'ai voulu prendre les éléments les plus simples, c'est-à-dire les bins d'entrée-sortie. Si les classes Java les moins risquées, ça va vite se voir en fait si on casse quelque chose. On va appeler notre API. Soit j'ai des données qui correspondent à ce que je veux, ou soit j'en ai pas. Dans ce cas, il y a un problème. Et pareil avec notre interface graphique. Ces API, en fait, elles contiennent des librairies JAX-B, JAX-RS, ce qui est traditionnel pour des API REST. Et en fait, nos classes qu'on veut migrer, en fait, elles correspondent exactement à l'exemple qu'on trouve sur le site de Kotlin, c'est-à-dire des classes qui ont des attributs, voilà, des getters, des setters, une méthode hashcode si on veut, et de la méthode equals. Donc vraiment rien de compliqué. Et sur le site de Kotlin, quand on voit une migration Java en Kotlin, bah, ça donne tout simplement ça. Donc forcément, ça fait entre guillemets rêver de voir que notre classe assez verbeuse peut facilement devenir quelque chose de simple. Alors, comment faire ces opérations? Alors tout d'abord, il faut installer le plugin, hein, c'est tout bête, mais si on ne le fait pas, on va rater une fonctionnalité de conversion. On peut prendre un package avec clic droit, convertir Java File to Kotlin, et entre guillemets, la magie est déjà faite et toutes nos classes Kotlin sont présentes. La deuxième chose que j'ai faite après, c'est de dire que je vais les déplacer dans un package. Voilà, comme ça, on a nos classes Java, nos classes Kotlin. Bon, c'était une manière d'organiser un peu notre package. Et après, on va ajouter des dépendances Kotlin. Bon, ben voilà. On va déclarer nos ressources. On a mis nos classes Java dans un endroit. On va mettre nos classes Kotlin dans un autre et on déclare tout ça. Et à partir de là, en fait, notre code, il y a quand même des erreurs de compile. Il y a quand même quelques erreurs de compilation. Je vais en mettre 2 ou 3. Franchement, c'est pas méchant. En 2 heures, c'est largement fait pour notre cas. Il y avait celle-là, une petite erreur de compilation. Notre classe Java, il y avait pas mal de classes Java en fait, qui ne possédaient pas de setter. Je ne sais pas pourquoi. C'est un composant qu'on avait récupéré avant. Il y avait des classes qui n'avaient pas de setter. Bon. Et du coup, la conversion en Kotlin a généré des vals, donc non modifiables. Donc dans notre code, quand on essayait de faire des choses avec un peu de réflexion Java en plus, bah forcément, ça ne marchait pas. Donc il a fallu modifier ces classes-là. Ensuite, il y avait des classes qui étaient générées en mode companion. Bon, c'était un choix de les mettre, vu que c'était des constantes, de les déclarer comme ça. Bon, c'est pas compliqué non plus, hein, il y en avait une vingtaine à faire. Bon, ben voilà, c'est pas compliqué. Par contre, la chose la plus longue, la plus pénible, je vais même dire, c'est les tests. Au niveau des tests, avant on était sur du Mockito 1.9, on a dû migrer en 2.23. Pourquoi pas, c'est pas long. Et il y avait un peu de whitebox. Pour ceux qui connaissent Mockito, ça utilise de la réflexion. Et cette librairie a été enlevée. Donc en fait, il a fallu faire un peu de réflexion à la main pour nos tests. Donc là, on commence vraiment à toucher quelque chose qui est bizarre. La réflexion pour des tests, perso, moi, j'aime pas trop, mais bon, pour que ça compile, on va le faire. Et l'erreur la mieux, moi, je trouve, c'est celle-là. Quand on regarde sur Internet, on voit en fait que tout simplement, c'est un hack qui existe. Voilà, il faut créer un fichier mockmaker inline, et puis c'est tout, ça marche. Bon. On va admettre ça, hein, c'est pas très grave. Et là, on est arrivé dans un composant qui fonctionne. C'est-à-dire que déjà, il compile, on est capable de le builder. Sur ce composant, on le déploie sur du WebLogic, donc il se déploie également sur du WebLogic, et en fait, on peut l'appeler. Donc notre opération de CRUD, bah, elle fonctionne. Donc c'est pas plus mal. Et si on fait un premier bilan, donc la migration, on peut dire qu'elle est réussie. J'ai passé 2 heures à intégrer du Kotlin dans mon composant, à le déployer sur mon WebLogic. C'est super. Le composant fonctionne, c'est-à-dire que même quand on branche les écrans qui sont derrière les API, restitue toutes les données, on peut modifier, il n'y a pas de souci, on peut faire tout ce qu'on veut. Par contre, je suis totalement d'accord, la plus-value, elle n'est pas énorme. J'ai pris des bins Java, je les ai transformés en Kotlin, ça marche, il n'y a rien d'exceptionnel, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par contre, le point le plus important, c'est que du Kotlin a été intégré. C'est-à-dire que là, actuellement, si j'avais été un peu subtil, j'aurais pu prendre mes composants avec mes modifications et l'envoyer en production. J'aurais pu aller dire à la direction que j'avais mis du Kotlin en production et ils auraient dit non, c'est pas possible. Bah si, en fait, c'est possible. Et d'ailleurs, ça va permettre aux développeurs, s'ils veulent, de mettre du Kotlin dans leurs composants. Et ça, c'est quand même le but de cette opération. Bon, bah, le but, c'est pas de s'arrêter là quand même. Hein. C'est pas parce qu'on a changé des bins Java en Kotlin qu'on va livrer en production et qu'on va s'arrêter là. Le but, c'est quand même d'attaquer la logique métier. Il y a quand même pas mal de traitements qui sont faits de façon synchrone. Et avec le Kotlin, on pourrait utiliser les coroutines et aller charger tous nos référentiels d'un coup et gagner du temps d'exécution.
Après, il faudrait revoir les tests. Donc, vous avez vu que c'était un peu laborieux des tests, un peu du bricolage, etc. Là, bon, faire du test Java sur des tests Kotlin, c'est pas terrible. Il y a une librairie mock qui existe et qui est très bien pour faire ça. Ça permettrait d'éviter toutes les bidouilles en fait, de réflexion qu'il y a eu. Donc là, voilà un exemple. Bon, c'est du Given ou Nzen. Je ne l'ai pas mis en place, mais c'est leur exemple sur le site. Et bencher le composant. Là, c'est la partie la plus subtile. À Pôle emploi, on a quand même pas mal de monde avant d'arriver en production. Donc, il va falloir expliquer en fait, par A plus B que si mon composant reste en Java, voilà les temps de réponse. Et s'il contient du Kotlin, quels sont les temps que je vais pouvoir gagner et surtout pas perdre. Si je leur annonce que mettre du Kotlin, ça revient à avoir une application qui marche 2 fois moins vite, forcément, ça ne va pas être validé et ça ne va pas passer. Et le dernier point, quand même, c'est d'aller en production. Tout à l'heure, je disais que je ne l'avais pas mis en production. Pourquoi ? Parce que j'ai pris mon petit composant qui était dans mon coin, tranquille, non sécurisé, enfin, pas critique, et on s'est fait attaquer. Donc forcément, on a été surveillé de très, très, très près. Donc là, on a réparé les problèmes qu'on avait. Et depuis l'été, en fait, je suis en train de voir les équipes de bench pour voir l'étape d'avant, pour pouvoir le livrer en production. Et normalement, là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à aller voir les personnes pour pousser ça en production. Et comme ça, on aura du Kotlin en production. Et on pourra permettre aux développeurs qui veulent faire un peu de Kotlin ou des personnes Java qui veulent aller se mettre sur du Kotlin, qu'en fait, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup.